Un mot rapide sur les pôles de compétitivité. Donc, nous sommes 4 pôles automobiles et mobilité fédérés. On fédère les 4 écosystèmes d'innovation en France en lien avec la filière. On est membre associé de la PFA et on est la force de la filière en région, puisqu'on décline le contrat stratégique de filière sur nos territoires, à la fois sur la partie innovation, mais également sur la partie compétences et emploi et sur la partie compétitivité et performance industrielle. On représente plus de 70% des emplois et du chiffre d'affaires de la filière sur ces 4 territoires et plus de 1500 membres, dont 65% sont des PME au sein de ces pôles de compétitivité. Donc, c'est dans le cadre de nos relations fortes avec la PFA et de l'accompagnement de la PFA sur les 3 axes du CSF que nous organisons aujourd'hui ce webinaire en lien avec le plan de relance qui va vous être présenté par Marc Mortureux, auquel je laisse tout de suite la parole. Dernier point que je souhaite vous préciser, ce webinaire est enregistré et donc sera disponible en replay dès demain sur le site de la PFA ainsi que le site des 4 pôles de compétitivité. Merci encore de votre participation et Marc, la parole est maintenant à toi. Merci beaucoup Marc, bonjour à toutes et à tous, ravi d'avoir l'occasion de cet échange avec vous. Je vais essayer de ne pas être trop long pour qu'on ait surtout du temps d'échange. Donc effectivement, on est dans une journée un petit peu particulière, puisque c'est la journée d'annonce, effectivement, par le président de la République tout à l'heure, à l'occasion d'une visite sur un site de Valeo, du plan de soutien, sachant que ce matin, il y a eu une réunion avec le président de la République, les principaux ministres concernés et tous les patrons des grandes entreprises et des présidents des fédérations pour bien finaliser les échanges sur ce plan de soutien dont on connaîtra dans le détail tout à l'heure les éléments. Voilà, donc peut-être si tu peux passer, Marc, donc juste, je rappelle, la PFA, ça regroupe vraiment les constructeurs, les équipementiers, l'ensemble des acteurs, fournisseurs de la filière automobile, au travers en particulier des pôles de compétitivité, ARIA, qui joue un rôle essentiel pour nous, d'animation dans les territoires, de relais, d'actions très concrètes. Donc, on essaye de coordonner un petit peu l'ensemble des actions de la filière. Peut-être pour aller assez rapidement, donc, on a vécu la crise donc, depuis un peu plus de 2 mois, depuis mi-mars, avec beaucoup d'intensité. Je commencerai peut-être par quelques constats effectivement sur le marché, pour partir d'un certain nombre de faits. Bon, on est dans un contexte quand même complètement inconnu, avec un marché français qui, depuis le début de l'année, a baissé de 48% sur les 4 premiers mois de l'année. Donc, avec un mois de mai qui sera aussi évidemment fortement demi-teinte, ça veut dire effectivement sur les 5 premiers mois de l'année une chute absolument considérable. L'Allemagne s'en tire un petit peu mieux et globalement l'Europe est également en très très forte baisse. Sur le marché du véhicule industriel, c'est la slide d'après, également assez fortement touché, mais un petit peu moins. Mais on est, pour vous donner des ordres de grandeur, le marché en 2008, 2009, 2010, au moment de la précédente grande crise, avait in fine baissé de 8%. Là, on est donc sur du moins 48% sur les 4 premiers mois de l'année, et c'est la slide d'après. Nos estimations sur l'ensemble de l'année en France seraient au moins de l'ordre de moins 30%. Sachant qu'au niveau de l'Europe, on pourrait être un petit peu moins, peut-être vers moins 25%, et dans le monde, au moins moins 20%, sans doute un petit peu plus. Bien évidemment, tout ça sont des prévisions qui peuvent encore pas mal bouger, mais il faut quand même reconnaître que depuis 1 mois et demi, les hypothèses qui paraissaient les plus noires il y a 1 mois et demi deviennent des hypothèses très crédibles, voire un peu optimistes. Donc c'est très compliqué, honnêtement, il y a énormément d'incertitudes, mais ce qui est certain, c'est qu'on est dans une ampleur de crise qu'on n'a pas connue depuis, je pense, les périodes de guerre. Donc c'est vraiment un choc qui est extrêmement profond. Si on peut suivre la slide d'après. Alors concrètement au niveau de la filière elle-même, donc nous on a eu une première phase qui a été de beaucoup travailler avec les entreprises et les pouvoirs publics
pour voir comment gérer cette période d'arrêt quasi total de la production, qui s'est arrêtée assez brutalement, donc mi-mars avec le début du confinement, avec donc une première préoccupation qui était les mesures d'urgence mises en place par le gouvernement. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, c'est parfait, Marc. Il y a eu une petite perturbation. Merci de penser à couper vos micros quand vous nous rejoignez. Merci beaucoup. Voilà, des mesures d'urgence. Donc, ça a été la première phase de bien travailler sur la mise en place du chômage partiel, la mise en place des prêts garantis par l'État, les demandes de report de charges. Donc, tous ces éléments-là qui a été une première étape. Une deuxième étape qui a été de travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière pour partager les éléments qui étaient mis en place par un certain nombre d'entreprises en ce qui concerne les protocoles sanitaires, comme évidemment une condition pour pouvoir redémarrer l'activité. Donc là, il y a eu un très gros travail de fait. Les grandes entreprises ont accepté de mettre à disposition leur propre travail et notamment leur expérience venant de Chine au moment du redémarrage de leurs usines. Et donc, je crois qu'il y a eu un gros travail fait par l'ensemble des entreprises qui permettent aujourd'hui d'être prêts pour redémarrer, y compris la question des masques sur lequel il y a eu beaucoup de mobilisation. Et donc, on a une réouverture progressive des usines, mais néanmoins, on est encore aujourd'hui avec un taux moyen d'activité au niveau de la filière qui est estimé de l'ordre de 30%, ce qui est encore quand même très bas. On sent que la reprise est très progressive, lente, et notamment parce que ça n'a pas beaucoup de sens de reprendre de façon significative la production automobile tant qu'on ne redémarre pas de façon significative la livraison des véhicules déjà produits et les ventes, qui n'étaient pas possibles tant que les concessions étaient fermées. Donc, elles ont ouvert depuis le 11 mai. Il y a quelques signaux assez encourageants, nous venant du secteur aval, sur le fait que les livraisons ont repris, les immatriculations reprennent, que les gens retournent dans les concessions. Néanmoins, il y a énormément d'incertitudes sur la réalité du rythme de reprise, l'acte d'achat de véhicules qui est compliqué dans un contexte où les gens sont quand même assez inquiets pour l'avenir. Et donc, on a beaucoup d'inquiétudes sur la rapidité de la relance avec quand même des stocks importants en concession qui représentent près de 4 mois de vente et une valeur totale de l'ordre de 10 milliards d'euros. Voilà, si tu peux passer la suite. Alors, ce qui est aussi, vous le connaissez par cœur, une des caractéristiques de la filière automobile, c'est que cette crise du Covid-19 s'est rajoutée à une transformation déjà profonde dans laquelle la filière automobile était engagée. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous étaient présents à la journée de la filière qui avait été organisée le 2 décembre dernier et où, je me souviens, un Jacques Aschenbroich, président de Valeo, donc qualifiait 2020 comme l'année de tous les dangers, sans penser à la crise du Covid, mais tout simplement de cette profonde transformation rapide à réaliser, en particulier sous l'effet de la transition écologique, de l'agenda environnemental, baisse des émissions de CO2, mais aussi de la disruption numérique, qui sont des éléments importants. Alors, nous, notre sentiment, c'est que cette crise du Covid-19, non seulement ne remet pas en cause cette transformation qui a été engagée, mais qu'au contraire, elle va avoir plutôt tendance à l'accélérer. À la fois, la partie transition écologique, on a plutôt le sentiment que cette crise va plutôt accélérer la prise de conscience écologique des gens. Et le digital, c'est une évidence que les expériences qu'on a vécues pendant le confinement vont aussi accélérer cette transition. Donc, on est clairement dans un contexte où on est dans cette transformation qu'il faut poursuivre et qu'on se donne les moyens de la réussir malgré un contexte qui est particulièrement difficile. Et pour ça, pour en venir un peu aux demandes que nous avons faites dans le cadre d'un plan de soutien que l'on attend donc pour cet après-midi, c'est à la fois d'allier des aides immédiates aux entreprises, parce que c'est clair qu'un certain nombre d'entre elles sont réellement en danger. Deuxièmement, donc, qu'il y ait une stimulation du marché pour réactiver la demande, pour justement essayer de faire en sorte qu'on redémarre, vous connaissez les différents modèles en V, en U, en L, disons le plus significativement possible. Et troisièmement, un accompagnement pour aider les entreprises de la filière dans cette transformation, à la fois les entreprises et les salariés. Donc, par rapport à ça, donc le slide d'après, nous on a structuré nos demandes autour de 3 points, sachant qu'il y a par ailleurs, donc le 4e point, je peux commencer par ça, la volonté dans ces périodes de crise, de difficulté, de tout faire pour
jouer le plus collectif possible, de travailler voilà, sur la solidarité entre les entreprises de la filière, et c'est pas simple, pour réussir collectivement cette transition écologique. Et le gouvernement, dans le cadre des discussions qu'on a eues sur le plan de soutien, a demandé des engagements assez forts des acteurs de la filière, d'abord sur la transition écologique, sur les investissements qui pourraient être localisés en France, je vais y revenir, et sur l'amélioration, le travail sur une amélioration des relations clients-fournisseurs au sein de la filière. Et les 3 grandes demandes que nous avons faites concernent la stimulation de la demande, en cohérence avec les exigences de baisse des émissions de CO2, le soutien à l'offre, pour aider les entreprises à s'adapter aux nouveaux besoins, tout en confortant l'offre localisée en France, et le soutien à l'emploi et au renforcement des compétences. Donc, je vais vous décliner un petit peu plus précisément donc, sur ces 3 sujets, compte tenu de la situation actuelle, ce vers quoi donc, on souhaite aller et les discussions que nous avons. Si tu veux bien passer la slide d'après, Marc. Voilà, d'abord, je rappelle, voilà, nous, notre sentiment et la posture qu'on a prise depuis le départ de cette crise, c'est que on ne demande pas du tout de remise en cause des objectifs environnementaux qui ont été fixés. Ce qu'on demande dans le cadre de ce plan de relance, c'est de nous aider à réussir cette trajectoire. Et cette trajectoire, elle n'est pas simple. Vous avez là sur le graphique juste le rappel qu'on a une baisse forte des émissions de CO2 à réaliser d'ici à 2030. Globalement, il faut à peu près diviser par 2 les émissions moyennes de CO2, de grammes de CO2 émis par kilomètre parcouru d'ici à 2030, ce qui veut dire une très profonde transformation de la nature des véhicules et du mix énergétique des véhicules vendus dans les 10 ans à venir. Et ça, c'est le graphique de slide d'après. On voit de façon assez spectaculaire, et c'est un slide qu'on avait présenté donc en décembre, ce que représente aujourd'hui, en 2018, 10% du marché, qui sont les véhicules 100% électriques, hybrides rechargeables, hybrides ou gaz, eh bien, représentera l'intégralité du marché en 2030. On n'aura plus de pur thermique, même s'il y aura encore une part importante d'hybrides en 2030, sachant que d'ici à 2050, on ira encore beaucoup plus loin. Donc, on est dans une trajectoire d'évolution extrêmement forte et très complexe à gérer, indépendamment déjà de la crise du Covid. Donc, le slide d'après. Par rapport à ça, moi, je vous rappelle que dans le cadre du contrat stratégique de filière, on s'était déjà engagé sur une trajectoire, justement pour réussir cette exigence de baisse des émissions de CO2, avec un objectif d'avoir en 2022, d'ici fin 2022, en France, un parc roulant d'1 million de véhicules 100% électriques et hybrides rechargeables. Vous avez donc sur la gauche, en bleu, la courbe des ventes de véhicules électriques, 50 000 en 2019. Pour atteindre notre objectif du million, vous voyez en pointillé bleu la trajectoire à tenir pour les véhicules électriques. Donc une très forte accélération dès cette année, première année de mise en œuvre de la réglementation européenne, dite CAFE, donc de doubler les véhicules électriques cette année, et ensuite de monter encore très très significativement. Et de la même façon, l'importance de la contribution des véhicules hybrides rechargeables pour réussir cette transition et qui correspondent à des usages de véhicules qui sont complémentaires. Donc voilà l'objectif qu'on s'est donné, et notre demande est de nous donner les moyens de réussir cette trajectoire, je dirais presque indépendamment ou malgré la crise du Covid. Donc le slide d'après, si tu veux bien. Donc nous, dans le cadre de la demande du plan de relance, on veut à la fois des mesures qui vont nous aider à tenir ces objectifs de baisse de CO2, mais en même temps on est extrêmement clair sur le fait que si le gouvernement décidait de n'agir pour stimuler la demande que sur les véhicules électrifiés, son impact sur la relance de l'activité pour l'ensemble de nos acteurs industriels présents en France de la filière automobile serait extrêmement limité, puisque à ce stade, les véhicules électrifiés ne représentent encore que quelques pourcents de l'ensemble du marché. Donc, par rapport à ça, nous demandons un volet qui est plutôt tourné vers les véhicules électrifiés et un volet qui est beaucoup plus large. Sur les véhicules électrifiés, nous, ce qu'on souhaite, c'est que nous ayons un retour
à une disposition que nous avions jusqu'au 1er janvier 2020, donc en ce début d'année. On a eu en ce début d'année une division par 2 du bonus pour l'achat de véhicules électriques par les flottes d'entreprises. Ça nous a apparu comme une mesure peu pertinente l'année où il faut réussir le décollage du véhicule électrique, et donc on demande à ce qu'on remonte là-dessus. Et par ailleurs, on demande à ce qu'il y ait un soutien qui soit étendu aux véhicules hybrides rechargeables, qui pour nous est une solution de transition très complémentaire de développement des véhicules électriques. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses pour convaincre le consommateur de basculer vers l'électrique, et notamment tout ce qui va être les conforts d'usage des véhicules électrifiés, électriques, hybrides rechargeables, avec des gros enjeux sur les bornes de recharge, en particulier les bornes de recharge rapides sur les grands axes routiers et autoroutiers, où là on a vraiment beaucoup de progrès à faire. D'une façon générale, les bornes sur l'ensemble du territoire, il y a un objectif d'en avoir 100 000 points de recharge en 2022, en lien avec le million de véhicules électriques et hybrides rechargeables. On en est loin, puisqu'on est à 29 000 pour le moment. Et puis également toute la problématique de l'installation des bornes dans les copropriétés. Donc ça, c'est un premier volet, vraiment pour nous aider à réussir cette trajectoire de l'électrification, sachant que voilà, nos industriels ont déjà dépensé des dizaines de milliards d'euros pour aller vers cette trajectoire. C'est plus un débat de principe, il faut réussir, et donc c'est vraiment des mesures d'accompagnement. Et le deuxième aspect, c'est il faut aussi, sur une période de temps limitée, une stimulation forte, beaucoup plus large, sur des véhicules à la fois électrifiés et thermiques, pour pouvoir avoir un impact significatif sur la filière et relancer les carnets de commandes, déstocker les stocks qu'il y a dans les concessions, et ça c'est fondamental. Donc là il y a beaucoup de discussions sur ce point, qui à ma connaissance n'était pas encore complètement arbitré encore hier, et sur lequel donc nous attendons aussi une mesure, sachant que ce genre de mesure qui s'inscrirait dans le cadre de la prime à la conversion, la PAC, on souhaite qu'elle soit aussi la plus concertée possible avec d'autres marchés européens. Nous sommes beaucoup en contact avec les Allemands, avec les Espagnols, avec les Italiens, avec les Anglais autour de ça. On pourra y revenir. Si tu peux passer, Marc. Alors, le deuxième volet, là, on a parlé des soutiens à la demande pour stimuler le marché automobile. Nous avons aussi, disons, un enjeu en matière de soutien côté offre. Et par rapport à tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur les enjeux de relocalisation après la crise du Covid, on est dans un contexte, on a fait une contribution là-dessus, qui n'est pas tant relocalisation au sens on va aller fermer des usines qui ont ouvert dans des pays étrangers et on va les rapatrier en France, ça ne paraît pas aujourd'hui très crédible. Par contre, on est dans un contexte où il y a énormément d'investissements à faire dans la décennie à venir, compte tenu de ces profondes transformations, et que si on s'en donne les moyens, on a beaucoup d'atouts pour qu'une part non négligeable de ces investissements, dans le cadre de stratégies qui sont souvent au moins à l'échelle européenne, qu'une part non négligeable puisse être localisée en France, comme ça a commencé à être le cas. Donc nous, nos attentes là-dessus, c'est d'abord, bien sûr, la poursuite des soutiens à court terme, de la trésorerie des entreprises avec les prêts garantis par l'État, les reports de charges, l'activité partielle. Vous savez qu'il va y avoir des évolutions dans le dispositif de chômage partiel à partir du 1er juin. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et puis d'autres types de dispositifs, notamment pour des entreprises plus en difficulté, ce qu'on appelle des prêts FDES et des avances remboursables. Ensuite, il y a 3 dispositifs un peu spécifiques qu'on demande pour pouvoir stimuler l'offre. L'un, c'est de renforcer les dispositifs qui existent déjà, qui s'appellent notamment le Fonds Avenir Automobile, pour être en capacité d'intervenir sous forme d'apport en fonds propres pour accompagner les adaptations, les consolidations, des restructurations qu'il va y avoir à faire dans un certain nombre de secteurs, parce que malheureusement, effectivement, le contexte va être très difficile, mais qu'il faut réussir à accompagner les entreprises, à voir comment faire émerger de cette période qui va être très difficile, des acteurs qui pourront être leaders, éventuellement se consolidant, se regroupant, pour avoir une taille qui se développe le plus possible, pas seulement en France, mais en Europe, voire à l'international, diversifier la clientèle pour être compétitif et durablement installé et tourner vers les enjeux du futur. Donc ça, c'est un premier sujet, donc avec des apports assez importants, nouveaux. Le FA avait été créé donc suite à la dernière crise,
avec un fonds qui avait été constitué à l'époque de 600 millions d'euros, on est dans des ordres de grandeur comparables, sur lesquels on souhaiterait aboutir. Après, il y a un dispositif d'accompagnement des entreprises sous forme de subventions pour des investissements à faire, pour leur diversification, pour l'automatisation, pour la digitalisation, pour gagner en performance industrielle. Donc là, on demande la mise en place d'un fonds assez significatif, mais surtout extrêmement simplifié en termes de procédures administratives pour accompagner les entreprises, et notamment par rapport à tout ce qui est usine 4.0, sur lequel les pôles de compétitivité sont d'ailleurs très, très mobilisés, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir des dispositifs qui non seulement aident les accompagnements, mais aident également vraiment les investissements à faire en biens d'équipement, en software, de pilotage automatisé, etc., pour accompagner l'ensemble des fournisseurs, PME, ETI de la filière sur ce volet-là pour gagner en compétitivité. Et puis le troisième aspect, c'est la mise en place d'un fonds de R&D. Vous savez que l'innovation, c'est absolument clé pour notre avenir, qu'on a quand même un risque avec les difficultés financières que vont rencontrer les entreprises d'avoir une baisse de la voilure, et donc on souhaiterait que soient identifiés beaucoup plus explicitement et sur des enveloppes assez importantes des fonds R&D de façon pluriannuelle pour spécifiquement la filière automobile autour des grandes thématiques. Et si tu peux passer la slide suivante. Donc, je passe rapidement, mais l'idée, c'est vraiment des fonds de R&D qui peuvent être sur des projets très compétitifs et notamment qui peuvent être des projets collaboratifs avec des grandes entreprises, des PME, des startups, ou des projets qui peuvent être dans un cadre compétitif porté par une entreprise ou un ensemble d'entreprises, et dans le cadre d'une feuille de route où on ne veut pas se disperser, mais d'être bien concentré sur quelques grands objectifs d'une feuille de route technologique partagée par l'ensemble de la filière autour des grandes thématiques de toute la chaîne, je dirais, de valeur de la traction électrique avec tous ces éléments, l'électronique de puissance, les cellules, packs de batterie, etc. Tout ce qui va tourner autour des technologies hydrogène pour la mobilité, les enjeux de matériaux, économie circulaire, recyclage, démarche d'analyse de cycle de vie, et puis les problématiques ITS, 5G, véhicules connectés, automatisés, et voilà un dernier thème ensuite sur la partie transport. Donc si on peut, voilà, tu peux passer la suite, donc on pourra revenir aussi là-dessus si vous le souhaitez, mais ça nous paraît important. Je finis juste par le fait qu'il doit y avoir aussi un volet, alors qui ne sera pas forcément un volet sectoriel automobile, mais qui est absolument fondamental pour les mesures de soutien à l'emploi, au renforcement des compétences. Avec pour nous une problématique, c'est que beaucoup d'entreprises risquent d'être dans une période encore un peu longue à avoir un niveau d'activité qui ne retrouve pas complètement le niveau nominal d'avant la crise, et que si on veut préserver l'ensemble des compétences et des emplois, il faut qu'il y ait des dispositifs qui permettent d'accompagner les entreprises dans la reprise progressive de l'activité, des mesures massives pour aider au développement des formations, et des mesures aussi pour essayer de préserver l'apprentissage sur lequel il y avait une bonne dynamique. Là aussi, on pourra revenir dessus. Voilà, je crois, pour l'essentiel. J'avais une dernière, je crois, slide qui est sur les engagements collectifs. Donc, il y a au niveau de chacune des grandes entreprises un certain nombre d'engagements qui devraient être pris sur voilà, leur engagement qu'ils ont déjà largement démarré sur cette transition énergétique, baisse des émissions de CO2. Nous avons finalisé la semaine dernière une charte d'engagement sur les relations entre clients et fournisseurs au sein de la filière, avec un certain nombre d'éléments, notamment sur la localisation dans les relations entre clients et fournisseurs, le fait qu'il n'y ait pas de politique qui vise à, par principe, exiger qu'une part des productions soit réalisée dans des pays hors de France, des pays à bas coût. Donc ça fait partie des éléments de la filière. Et puis on a listé toute une série de sujets assez techniques dans le cadre des relations contractuelles, sur lesquels on s'est donné une feuille de route jusqu'à octobre 2020 pour aboutir à une révision d'un certain nombre de pratiques et une révision du code de performance et de bonnes pratiques qui est en vigueur au niveau de la filière depuis 2019. Et puis, en termes de stratégie d'investissement des grands acteurs de la filière, voilà, il y a des débats entre les grands acteurs de la filière et les pouvoirs publics sur les contreparties, les engagements que prennent ces grands acteurs en termes d'investissement sur un certain nombre de sites en France et qui peuvent entraîner l'ensemble des acteurs de la filière. Voilà rapidement les principaux points de discussion avec les pouvoirs publics. On attend le résultat
très prochainement maintenant, puisque c'est annoncé en principe vers 14h30, on y est bientôt, et je suis à votre disposition voilà, pour surtout échanger, recueillir vos avis, et de toute façon, on n'est qu'au début d'une trajectoire qui donc va être compliquée, va être difficile, mais qui aussi peut permettre de saisir des opportunités. Voilà, merci. Un grand merci Marc pour cette présentation très détaillée. Du coup, on va ouvrir le chat pour les questions et je vais essayer de modérer et du coup de te poser les quelques questions. Donc j'en profite avant que ça se remplisse pour poser les questions qui avaient été formulées en amont. Tu l'as un petit peu évoqué, mais il y avait beaucoup de questions autour de la formation. Quelles vont être les mesures de soutien dans le cadre de la formation professionnelle suite à cette crise? Quels seront les besoins en formation continue, mais surtout quelles seront les mesures de soutien prévues? Donc là-dessus, donc vous savez, c'est des OPCO qui notamment sont en charge voilà, de budget là-dessus, enfin, avec toute la réforme qu'il y a eu, mais qui posait problème parce qu'il y avait un certain nombre de dispositifs d'aide qui étaient réservés aux entreprises de moins de 50 personnes. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et donc, il y a en ce moment donc, des discussions qui devraient, je pense, aboutir très vite. Et Muriel Pénicaud était d'ailleurs présente ce matin dans les discussions table ronde justement sur la filière automobile et ce volet a été bien évoqué. Je pense qu'il va y avoir prochainement des annonces assez fortes sur la mise à disposition de moyens importants, non seulement par les OPCO mais également par les pouvoirs publics, avec des mobilisations de financement européens et de financement nationaux, et qui devraient être ouverts beaucoup plus largement sur tout type d'entreprise, et en particulier pour la filière automobile. Donc voilà, je ne peux pas vous donner le détail précis, mais c'est clair que c'est un élément absolument clé, et que, en particulier dans le cadre d'une période où il pourrait y avoir des activités professionnelles qui sont que sur un temps partiel, si le niveau d'activité n'est pas suffisant pour que tout le monde soit à temps plein, il faut absolument que, entre guillemets, on en profite pour former les personnes pendant le temps disponible. Donc c'est vraiment un axe très fort. Et si je peux compléter, c'est Emmanuel, vous m'entendez? Voilà, oui. Oui, bien sûr, Emmanuel, je t'en prie. Si je peux compléter, Emmanuel Perret, je travaille avec Marc. Si je peux compléter, donc là, avec le Covid, l'État a quand même débloqué 500 millions d'euros pour le FNE formation, qui est donc de l'argent public, et il suffit pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, dès lors qu'elles ont des salariés en activité partielle, faire leur demande à leur direct ou leur OPCO, et c'est plutôt leur OPCO, et il y a une prise en charge très rapide, ça c'est l'affichage, mais quand même jusqu'à 1 500 € pour les frais pédagogiques, et au-delà, c'est un dossier un peu plus compliqué, mais ça c'est déjà mis en place. Là-dessus, en effet, le gouvernement travaille pour que les OPCO puissent abonder ces mesures-là, et surtout il y a deux sujets sur lesquels il nous semble très important de pouvoir travailler. C'est d'une part pour les entreprises, comme l'a dit Marc, au-delà de 50 salariés, parce qu'aujourd'hui, pour obtenir des fonds mutualisés pour la formation, il faut être une entreprise de moins de 50, et d'autre part, c'est aussi de pouvoir actionner finalement le compte personnel formation de façon plus rapide et plus facile. Donc voilà les pistes sur lesquelles il travaille, mais il y aura évidemment des mesures pour accompagner, et également une plus grande tolérance sur tout ce qu'on appelle la formation en ligne, qu'elle soit totalement autonome ou bien avec des salles virtuelles, mais là également un gros effort qui est porté là-dessus. Merci, parfait. Merci pour ce complément, Emmanuel. Ensuite, je reviens, on a deux questions qui concernent les mesures de soutien déjà en place et leur prolongation, voire leur amplification. Donc, il y a une question sur le report des charges, mais qui serait comment est-ce que la PFA peut aider plutôt à faire en sorte que ce report des charges soit plutôt une exonération de charges pour pouvoir justement limiter la casse. Et puis sur le chômage partiel, quelles sont les actions de la PFA aussi pour, dans le cadre de ces relations avec le gouvernement, faire en sorte que le chômage partiel soit prolongé et voire maintenu à 100%, mais on sait que les annonces récentes montrent que ce n'est pas le cas. Je laisserai Emmanuel répondre sur le chômage partiel, comme ça on se partage, c'est très bien. D'accord. Sur les dispositifs de report de charges, ce qui est prévu à ce stade, à ma connaissance, c'est que
il n'exclut pas l'annulation de charges et non pas le report de charges, mais au cas par cas et non pas de façon généralisée à ce stade. Après, faut savoir que là, on a ce plan de soutien sectoriel à la filière automobile. Il va y en avoir également un donc pour l'aéronautique, mais Bruno Le Maire avait bien dit que le plan de relance, il serait pour la rentrée, et en particulier dans le cadre de la loi de finances pour 2021. Dans ce cadre-là, il y aura des choses complémentaires, et je pense que le gouvernement se donne un peu le temps de voir aussi comment les choses vont évoluer, mais effectivement, en fonction de la situation, je pense que cette question de la capacité ou pas à payer les charges à un moment qui risque d'être particulièrement difficile, de payer à la fois les charges en retard plus les charges normales, entre guillemets, ça risque d'être très compliqué. Donc je pense que les choses restent ouvertes, mais à ce stade, c'est un peu trop tôt pour le traiter. Et sachez qu'il est vraiment à ce stade prévu que dans le cadre du plan de relance, il y ait des choses pour plus structurellement baisser les impôts de production, qui faisaient partie un peu des grands débats sur le pacte productif. Ça semble être clairement quelque chose qui est complètement sur les tablettes. Après, soyons aussi responsables. C'est quand même clair qu'on voit les milliards sortir des poches de l'État et l'endettement s'envoler. Donc après, évidemment, il y aura certainement des choix un peu douloureux à faire, mais dans l'état actuel des choses, il y a une vraie volonté exprimée au plus haut niveau de l'État pour vraiment soutenir l'industrie et tout faire pour lui permettre de résister à cette crise, encore une fois, assez exceptionnelle, enfin très exceptionnelle. Donc Emmanuel, peut-être sur le chômage partiel ? Oui. Oui, c'est bon. Alors sur le chômage partiel, juste pour mémoire, donc précédemment, avant le Covid, je vous rappelle que le chômage partiel était pris en charge par l'État avec un plafond qui était l'équivalent du SMIC. Donc avec le Covid, l'État a quand même mis en place des mesures d'urgence extrêmement efficaces puisque de façon très rapide, ils ont pris en charge jusque 70% du brut du salaire et des procédures qui ont été plutôt efficaces et rapides. Ça a duré 2 mois et demi, ce qui, vous l'avez bien vu aussi, ça voulait dire que l'État prenait à sa charge quasiment entre 8 et 12 millions de salariés, ce qui quand même pose quelques difficultés au bout de 2 mois et demi. La décision qui a été prise au 1er juin, c'est effectivement qu'il restera un reste à charge pour l'employeur de 15%. C'est vrai que nous, on s'attendait à un 10%, c'est un 15%. Ça correspond, je pense, aussi à l'effort qu'on demande aux salariés qui ne sont pas pris en charge pour le différentiel, puisque eux touchent 84% du net. Donc ça, c'est un premier point. On avait essayé de batailler pour être assimilé à l'hôtellerie, restauration, toutes les activités en fait qui n'ont pas le droit d'exercer actuellement. Et c'est très compliqué pour plein de raisons. Donc, au 1er juin, il y aura un 15%. Ce qui reste, somme toute, très modeste par rapport à ce qui existait précédemment. Et l'autre avancée sur le chômage partiel par rapport au système d'avant, c'est qu'a été aussi permis une individualisation. C'est-à-dire que pour un même poste, vous pouvez mettre une personne. Pour un même métier, vous pouvez mettre une personne en chômage partiel et pas l'autre, alors qu'avant, c'était tout un établissement ou toute une équipe. Enfin, les choses étaient beaucoup moins souples. Donc ça, c'est la première chose. Au 1er juin, 15% de reste à charge pour l'employeur. Pour autant, donc là, on bataille, on n'est pas les seuls pour qu'effectivement, l'activité partielle, il y a un dispositif qui soit l'entre-deux entre ce qui existait avant et ce qui a été mis en place de façon exceptionnelle pour accompagner le Covid, que ça existe pour nous, justement, accompagner la reprise. Donc, pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments. Ils y travaillent très, très assidûment. Ils sont convaincus. Muriel Pénicaud semble la redit ce matin. Donc, il y aura un dispositif d'activité partielle qu'on appelle plus longue durée, où il y aura un reste à charge probablement pour l'employeur plus important que le 15%, mais qui sera de toute façon bien moindre que ce qui existait jusqu'au 16 mars 2020. Donc, voilà ce qu'on peut dire à ce stade sur l'activité partielle, en sachant que de tous les pays du monde, nous disposons quand même du système qui protège le plus, d'une part, les salariés, mais aussi les employeurs, les entreprises, puisque finalement, ça dégage de la liquidité et de la trésorerie. Merci Emmanuel pour ces précisions. Je passe à un autre sujet qui est le sujet de la R&D et de l'innovation.
beaucoup de questions qui se recoupent sur est-ce que du coup la filière et donc les têtes de filière, constructeurs équipementiers, revoient leurs priorités R&D d'innovation dans le cadre de la crise. Si oui, lesquelles sont-elles? Et puis, question subsidiaire, comment embarquer les PME dans ces priorités d'innovation? Alors, moi, je ne peux évidemment pas parler au nom de chacune des entreprises de la filière, c'est clair, et notamment des grandes entreprises constructeurs et équipementiers, mais oui, c'est une évidence que compte tenu des contraintes dans lequel chacune des entreprises est, il y a des révisions dans leurs priorités, dans les timings, c'est une évidence. Il faut quand même être conscient que tout le monde souffre dans cette histoire, les grandes entreprises comme les petites. Alors bien entendu, avec des enjeux de nature différente, mais c'est vrai que la caractéristique de cette crise, c'est qu'elle n'a épargné aucun continent du monde. Et que les grandes entreprises qui sont présentes partout dans le monde, qui souvent donc bénéficient un peu de cet amortisseur, d'être présents un peu partout dans le monde, dans cette crise-là, il n'y a pas une région qui en rattrape une autre. Donc c'est quand même assez compliqué. Après, assez clairement, là, les grands axes qui sont listés sur le slide qui vous est projeté restent réellement des priorités fortes, et en particulier tout ce qui va tourner autour de la transition environnementale, mais aussi la partie véhicules connectés. C'est quand même des sujets sur lesquels les entreprises vont continuer à beaucoup travailler. Alors, pour justement essayer d'atténuer le risque de baisser un petit peu la voilure sur les efforts de R&D, c'est pour ça qu'en discussion avec le gouvernement, on espère que nous pourrons bénéficier d'un dispositif un peu comme ça existe depuis pas mal de temps dans le domaine de l'aéronautique, donc qui serait un fonds assez important. On parle quand même d'un montant pour cette année qui pourrait être de 150 millions d'euros, qui serait vraiment destiné à mettre en place une dynamique collective au niveau de la filière, mais sur un certain nombre de grands projets relativement structurants, sans trop disperser les choses. Alors c'est clair que les pôles de compétitivité, dans ce cadre-là, je pense, auront un rôle majeur à jouer pour aider à ce qu'un certain nombre de PME, de start-up, de TI puissent s'associer sur ces grands projets avec les entreprises têtes de filière pour pouvoir tirer de façon un petit peu globale l'ensemble de la chaîne dans la filière automobile, d'essayer de développer justement davantage un esprit de partenariat et pas seulement de rapport de force dans les relations entre clients et fournisseurs. Et donc, vous le savez, on a au niveau de la PFA tout un écosystème déjà qui est relativement bien opérationnel depuis pas mal d'années au travers de ce qu'on appelle le comité technique automobile, la commission recherche automobile, et qui permet d'avoir d'ores et déjà aujourd'hui une feuille de route assez détaillée, bien partagée sur les grandes priorités. Et donc, clairement, moi, je vois, si cette mesure est effectivement retenue dans le plan de soutien, une vraie opportunité pour dynamiser cet écosystème, à la fois sur quelques grands projets structurants qui peuvent être compétitifs, mais aussi sur tous les projets collaboratifs, y compris amont, sur lesquels j'espère qu'on réussira à associer un maximum d'acteurs qui apportent des technologies et qui vont vraiment nous aider, parce que c'est clair qu'on voit bien que les grandes transformations à venir, ce n'est qu'au travers de gros efforts d'innovation qu'on réussira à tenir la route et à garder véritablement une industrie automobile forte dans les décennies à venir dans le cadre de ces transformations. Donc voilà ce que je peux vous en dire à ce stade. On va essayer de le mettre en place et surtout, ce que je disais tout à l'heure, d'essayer de faire en sorte que les process de soutien soient les plus simples possibles. Merci Marc, c'est très clair. Je pense en effet que ces 150 millions d'euros par an dans le cadre du PIA 4 sont vraiment une très bonne chose pour savoir aujourd'hui les dispositifs qui existent sont assez faibles. Ça permettra en effet de soutenir ces activités d'R&D, d'innovation et surtout d'innovation collaborative. Alors, par an, c'est normalement ce qui est prévu. Je suis assez optimiste sur 2020. Je ne suis pas sûr que les décisions seront prises sur du pluriannuel pour le moment, quoi. Voilà. Mais c'est déjà une belle étape si on arrive à voir ça. Tout à fait.
Une question, je reviens sur la formation, si Emmanuel est toujours avec nous. Une question concernant les campus des métiers et qualifications. Comment les CMQ peuvent-ils aider dans le cadre de la relance ? Alors, dans le cadre de la relance, les CMQ sont des acteurs hyper importants, d'une part, justement, sur la formation, mais comme vous l'avez vu, un de nos axes prioritaires concerne aussi tout ce qui touche à l'alternance. Donc, apprentissage et contrat de professionnalisation. Donc, dans ce cadre-là, ils ont un rôle très important parce qu'ils doivent être au rendez-vous pour travailler l'attractivité de nos métiers, nous aider aussi à féminiser la filière. Et au-delà de ça, évidemment, c'est également un outil de rayonnement et de réseautage, comme disent les Québécois, très important. Mais je dirais que dans un premier temps, c'est attractivité des métiers, c'est-à-dire que là où précisément à une période où la filière va souffrir, où on peut avoir de mauvaises images de la filière, il va falloir travailler très assidûment sur tous les métiers, les nouveaux métiers et tous les enjeux qui s'ouvrent dans cette filière et donc des parcours de professionnels très stimulants. Et puis également sur l'apprentissage et les contrats de professionnalisation, ce qu'il faudrait être au rendez-vous à la rentrée en septembre et ne pas laisser sur le bord du chemin les jeunes qui ne trouveraient pas d'employeur dans le cadre d'apprentissage ou de contrat pro. Merci Emmanuel pour ces précisions. Une question qui revient sur l'intervention de Marc Mortureux juste avant, concernant le comité de la recherche automobile. S'agit-il d'un CORAC version automobile pour la gouvernance des projets de R&D? Le CORAC. Alors, oui, voilà le CORAC, hein, c'est effectivement le comité qui existe dans le domaine aéronautique. Donc à la fois, oui, les pouvoirs publics justement se sont dit, finalement on soutient beaucoup le secteur aéronautique, et quand on voit ce que représentent les efforts de R&D de la filière automobile, finalement le soutien public en dehors du CIR, hein, bien sûr du crédit impôt recherche, n'est pas très important, et c'est ce qui les ont amenés à être assez ouverts, effectivement, à envisager des dispositifs de ce genre. Après, on a simplement, disons à ce stade, disons pointé du doigt qu'il faudra sans doute un peu adapter les choses. On est dans un secteur qui probablement a un côté concurrentiel plus exacerbé, hein, au niveau des donneurs d'ordre. Il n'y a pas un équivalent d'un Airbus. Il y a donc deux constructeurs, il y a des équipementiers voilà, de nature un petit peu différente, mais c'est bien dans cet esprit, hein, que pourrait être constitué voilà, tout un écosystème, encore une fois à vocation effectivement durable, de même nature que ce qui existe dans l'aéronautique. Merci. Une autre question, là, plus sur la PFA en elle-même. Quelqu'un nous demande, il semblerait que la PFA ait demandé à ses membres, donc constructeurs équipementiers, d'identifier les sous-traitants en difficulté. Pour quel objectif? Est-ce vrai déjà et pour quel objectif? Qu'on aurait demandé à qui? Aux constructeurs équipementiers d'identifier les sous-traitants de la filière en difficulté. Non, enfin, on n'a pas demandé de façon, pour le moment en tout cas, on n'a pas du tout demandé de façon formalisée quoi que ce soit. Simplement, ce qui est clair, c'est que si on met en place un fonds d'intervention, notamment en fonds propres, hein, pour aider, comme ça avait été déjà fait en 2009, à réaliser un certain nombre, malheureusement, hein, de restructuration, de consolidation. Il faut se parler vrai, il y aura des vraies difficultés, hein, c'est clair. On a besoin d'essayer de partager autant qu'on le pourra une certaine vision de quel est le besoin un peu futur et quels seraient les acteurs, hein, avec lesquels travailler pour réussir dans cette période qui va être très difficile à faire émerger, voilà, des acteurs qui pourront tenir dans la durée de façon compétitive et sur une offre qui est bien ciblée par rapport aux besoins du futur. Et que ça, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir une idée assez claire. Mais très honnêtement, pour avoir cette vision la plus large possible, il est probable qu'on s'appuie aussi sur un certain nombre de consultants qui ont pas mal d'informations un peu sur les acteurs de la filière pour nous aider à avoir un peu cette vision. Et bien évidemment, on sera intéressé à travailler avec tous les acteurs, dont les pôles de compétitivité. Après, la difficulté de ce genre de sujet, c'est quand même le côté sensible, le côté confidentiel,
Et donc, on fera extrêmement attention sur la façon de travailler pour qu'on soit strictement en conformité avec les règles de compliance. Donc, c'est évidemment… mais ça fait partie des gros enjeux, de voir comment on va réussir à faire émerger un certain nombre de champions. Moi, j'ai souvenir, par exemple, d'une entreprise il y a 10 ans, que ça soit Forestia ou que ça soit Plastic Omnium, qui était en difficulté, sont en 10 ans plus tard des entreprises absolument remarquables comme leader au plan mondial et présents à peu près sur tous les continents du monde. C'est vrai qu'on réussirait à faire émerger de cette période qui va être extrêmement difficile quelques futurs champions qui pourraient être assez présents non seulement en France mais en Europe et dans le monde sur des technologies clés pour le futur. Je pense que voilà, ça peut faire partie des objectifs qu'on veut se donner. Merci. Je passe à un autre sujet. Dans le cadre de cette crise, il y a un terme à la mode en ce moment, c'est relocalisation. Et du coup, on a quelques questions sur ce sujet. Alors, une première, relocalisation en France, science-fiction ou anticipation. Et une autre un petit peu plus concrète, c'est comment renforcer la compétitivité de la filière automobile, c'est-à-dire surtout la baisse des coûts de fabrication pour pouvoir produire du Made in France. Donc, c'est tout l'enjeu de tout ce volet sur l'offre qui est pour le moment dans une logique de plan sectoriel et qui sera complétée donc, par le plan de relance plus général en septembre-octobre. C'est clair que la production automobile a quand même beaucoup baissé en France depuis plusieurs décennies, c'est une évidence, et ça traduit quand même un vrai problème de compétitivité au niveau de la France, c'est certain. Encore une fois, donc nous, l'approche relocalisation, on ne la voit pas tellement comme, voilà, on va rapatrier des productions qui sont faites ailleurs. On va plutôt être dans une logique face à toutes les évolutions, de toute façon, du besoin et de toute façon la nécessité d'investir à un endroit ou à un autre dans une logique de stratégie européenne, parce que nos entreprises, elles résonnent comme beaucoup au niveau européen. Il y a vraiment des opportunités à créer des conditions de pouvoir investir assez significativement en France, en s'appuyant sur un tissu d'entreprises qui ont des vrais savoir-faire, sous réserve donc de réussir à gagner en compétitivité. C'est comme ça qu'il faut le soutien à la R&D, il faut le soutien aux investissements, notamment pour la diversification d'un certain nombre d'outils industriels. C'est le soutien aussi pour l'automatisation et la digitalisation des process. C'est clair que si on veut tenir, il faut aller le plus loin possible en termes de performance industrielle. Et là, ce qui nous paraît intéressant, c'est que réellement, il devrait y avoir des crédits disponibles sous forme de subventions pour vraiment accompagner les investissements à faire, encore une fois en termes de biens d'équipement, en termes de logiciels de pilotage, etc. Et j'ai obtenu de la part des grandes entreprises, constructeurs et équipementiers qui ont des expériences assez poussées et très intéressantes en matière, entre guillemets, d'usine 4.0, de consacrer du temps de leurs spécialistes et d'accepter de partager un certain nombre de méthodes et d'outils pour aider les entreprises de la filière. Alors ça, on pourra le faire en particulier au travers des actions des pôles de compétitivité, parce que je pense qu'on a intérêt à faire ça au plus proche du terrain. Mais là, on va certainement mettre en place au niveau de la PFA un comité un peu spécifique là-dessus qui pourrait réunir justement à la fois des représentants de pôles de compétitivité, des représentants de nos grandes entreprises. Et on pourrait, en tout cas c'est une des ambitions qu'on a aujourd'hui, de tirer parti du fait qu'il va y avoir probablement un certain nombre de sureffectifs pendant un certain temps au niveau, y compris des grandes entreprises, pour qu'ils acceptent de mobiliser un peu de ce temps-là pour aider sur ces volets-là les entreprises de la filière pour gagner effectivement en automatisation, digitalisation, optimisation industrielle, sachant que parallèlement, donc on plaide, mais c'est plutôt pour le plan de relance du mois de septembre, à des mesures structurelles de baisse de charges et ou de baisse d'impôts de production, notamment de baisse d'impôts de production, qui sont indispensables si on veut de façon durable regagner en compétitivité. Mais voilà, on est là-dedans et je pense vraiment qu'il y a des opportunités à saisir, même si cette transition est une transition à risque et qui va être difficile, encore une fois, c'est certain. Tout à fait, merci. Une dernière question avant que tu puisses conclure, Marc. C'est une question qui concerne la filière véhicule industriel spécifiquement. Quelles sont les mesures spécifiques pour cette filière des véhicules industriels qui a besoin de se tourner vers des
des énergies décarbonées comme l'hydrogène et le GNV. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui sont prévues? D'abord, disons, sur le véhicule industriel, je vous l'ai montré, donc il y a aussi évidemment une période de baisse qui est assez forte. Dans les demandes que nous avons faites par rapport au plan de soutien, donc il pourrait y avoir des mesures très spécifiques effectivement sur les véhicules industriels, les camions à énergie alternative, type gaz, baissant, électrique, en termes de renforcement des dispositifs existants de suramortissement pour ce qui est des achats par des entreprises privées et d'essayer d'avoir un dispositif un peu équivalent pour les collectivités locales qui ne bénéficient pas de ces dispositifs de suramortissement. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a par ailleurs, disons, des discussions sur la possibilité ou pas d'avoir des mesures plus larges de relance et pareil de stimulation de la demande au niveau de l'ensemble de la filière véhicule industriel au-delà des véhicules à énergie alternative. Sachant que pour le véhicule industriel, le premier élément finalement qui est important, c'est déjà la relance de l'activité économique tout court, qui est évidemment la clé pour la relance de l'activité du véhicule industriel. Très bien. Merci de vous mettre en mute, s'il vous plaît, sinon c'est moi qui vais le faire. Hop, voilà. Donc, merci Marc. Je te propose du coup de conclure puisqu'il est 16h55 et on avait promis de finir en 1 heure. Et puis, tu as quelques informations à donner en conclusion, notamment sur un programme qui est porté par la PFA en partenariat avec Pays France. Alors, moi d'abord, première chose, on a bien conscience et on a beaucoup d'échanges via les pôles de compétitivité, via les fédérations, via différentes occasions de discussion sur la situation qui est quand même extrêmement difficile et complexe pour tout le monde. Et donc, sachez que n'hésitez pas à nous solliciter les uns ou les autres pour faire remonter des difficultés, pour voir comment, si les uns ou les autres vous retrouvez dans des situations très difficiles, si on est en capacité de trouver des solutions. Je pense par exemple des entreprises qui ont des difficultés pour obtenir un prêt garanti par l'État et qui risquent de rentrer du coup très très vite dans des situations extrêmement difficiles en matière de trésorerie. N'hésitez pas, en tout cas il y a une vraie volonté des pouvoirs publics à essayer de trouver des solutions, donc n'hésitez pas à nous solliciter via les pôles ou directement, mais via les pôles c'est très bien, pour qu'on essaye de voir comment on peut essayer de trouver des solutions. Et je pense que de toute façon dans ces périodes, c'est en travaillant le plus possible collectivement qu'on y arrivera. Bien sûr, on vous diffusera dès qu'on a les éléments des annonces du président de la République de façon plus précise, bien sûr. Et puis, effectivement, parmi les différentes mesures que nous sommes en capacité de vous proposer et qu'on est en train, disons, d'adapter le plus possible à un contexte de post-crise du Covid, c'est, vous en avez sans doute déjà pas mal entendu parler, donc un peu les dispositifs d'accélérateur automobile qui pourraient, puisque nous avons donc 2 initiatives que nous sommes en train de finaliser, qu'on a retardées en termes de démarrage compte tenu de la crise, mais qui nous paraissent, en les adaptant bien, pouvoir être particulièrement utiles pour un certain nombre d'entreprises de la filière, qui est vraiment donc des accompagnements à la fois individuels et collectifs dans le cadre de promotion d'un côté d'entreprises plutôt moyennes, grandes PME et ETI, et une autre promotion qui serait plutôt sur des petites entreprises, très adaptées au contexte actuel et des besoins de réflexion à la fois, encore une fois, individuellement en partant de la situation propre de chaque entreprise, mais aussi au travers d'un certain nombre de lieux de rencontre collective avec des apports extérieurs pour pouvoir être aidés sur un certain nombre de sujets clés pour l'avenir de vos entreprises et qui pourraient d'ailleurs être des démarches au travers de ces accélérateurs de bien vous tenir informés de tous les dispositifs de soutien qui peuvent être mobilisés en fonction de vos propres situations. Donc là, si tu peux passer, je crois que j'ai 2-3 slides, mais que je vais passer très rapidement. Donc voilà, on est ouvert, et ça fait partie des actions qui étaient financées par les grandes entreprises têtes de filière, à vous proposer un dispositif d'accompagnement. Alors pour les PME ETI, ça serait plutôt 18 mois, pour les plus petites entreprises, ça serait plutôt 12 mois, pour vraiment travailler
dans une approche qui est de partir de votre propre situation au travers de diagnostics individuels, dits 360, d'identifier quelles sont les clés pour réussir dans le futur, avec des enjeux de diversification par rapport au contexte actuel, d'optimisation des process industriels pour gagner en compétitivité, des enjeux d'internationalisation qui peuvent être importants, avec voilà, ce qui est intéressant, puisqu'on a le témoignage d'un certain nombre d'entreprises déjà dans ce type de programme, qui est bien sûr ce qu'on apprend au travers de ces diagnostics individuels, ce qu'on apprend au travers des séminaires qui sont proposés, mais aussi au travers de tous les échanges qui peuvent exister pendant cette période de 12 mois à 18 mois, dans le cadre, encore une fois, d'un côté un peu de promotion qui s'adresse aux dirigeants des entreprises, et pour que dans ces périodes où on se sent parfois un peu seul et où on a des manques de visibilité sur l'avenir, je pense que c'est un des grands sujets aujourd'hui, et essayer de gagner en visibilité, ça peut être des démarches, encore une fois, à condition qu'elles soient vraiment bien adaptées pour vous aider à trouver, disons, les voies de vous repositionner. On parle de potentiel de rebond. Donc voilà, avec des objectifs d'analyse de situation, nourrir la réflexion, s'inspirer de l'industrie servicielle, de s'orienter. Donc voilà, il y a plusieurs approches. Donc au travers en particulier des pôles de compétitivité, des ARIA. Donc je sais qu'il y a un certain nombre de présentations, de propositions qui ont été faites. C'est clair qu'on a évidemment suspendu les choses pendant cette période de confinement, mais que si ça peut vous intéresser, il faut bien sûr être motivé, il faut être prêt à y consacrer un peu de temps, mais c'est quand même quelque chose qui, des témoignages qu'on a, sont très riches, surtout dans ces périodes effectivement difficiles. Donc on est prêt à voir comment vous accompagner au travers de ce type d'actions qui sont complémentaires d'autres actions, et donc avec l'idée que nous souhaiterions, si les choses se passent bien, qu'à la rentrée, peut-être au mois d'octobre, nous lancerions 2 promotions, en gros d'une trentaine d'entreprises, qui seraient de différents domaines de la filière automobile, de différentes régions en France, qui donnent de la diversité et qui, comme ça, permettraient d'avoir un cheminement pendant, encore une fois, les 12 ou 18 mois à venir, fortement donc accompagné par la filière, par la PFA, une mobilisation aussi effectivement des pôles et des ARIA. Donc voilà, je voulais juste vous évoquer cela parmi les différents éléments qui vous sont proposés pour que voilà, vous puissiez, notre but c'est que vous ayez des propositions les plus adaptées possibles à vos besoins. Je sais qu'en France, malheureusement, on a parfois un peu trop de multiplication d'initiatives un petit peu dispersées. Moi, l'expérience en tout cas qu'on a au travers de la promotion notamment qui est en cours, c'est quand même des retours assez intéressants par le fait de s'inscrire de façon assez cohérente dans la durée et encore une fois d'avoir cette double dimension individuelle et collective bien adaptée à les situations de chacun, mais en même temps qui permet de partager beaucoup de choses entre différents types d'entreprises de la filière. Voilà, Marc, je ne sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Écoute, non, c'est très ouvert. Ce qui va conclure ton intervention. Moi, il me reste à te remercier pour ta clarté et ta transparence, malgré le fait que c'était une journée compliquée, j'imagine aussi, pour la PFA avec ses annonces. Donc, on attend avec impatience ces annonces et on les analysera ensemble. Je tiens à souligner ce que tu disais, que la PFA avec les pôles et ARIA sont à la disposition de tous les acteurs de la filière. Nous sommes mobilisés pour vous accompagner là, aujourd'hui, dans le cadre de la crise, mais surtout demain, dans le cadre du plan de relance et de la reprise. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes là pour vous accompagner, vous aider. Et puis, je pense que le dernier message qu'on souhaitait passer, Marc, c'est qu'on prévoit un nouveau webinar en ta présence, justement, pour faire un point dans un mois. Donc, on prévoit un nouveau webinar le 30 juin avec Marc Mortureux de la PFA, pour faire le point justement sur la crise et le plan de relance. Et ça nous permettra justement d'avoir les dernières informations et vous donner les dernières informations concernant notre filière. Encore un grand merci à tous et